29 janvier 1945, 14h47. Holzheim, Belgique. Le premier sergent Leonhard Funk tourne au coin d'une ferme et s'arrête net. 90 soldats allemands le fixent du regard. La moitié d'entre eux tiennent des armes, l'autre moitié ramasse des fusils dans un tas au sol. 4 GI américains sont agenouillés dans la neige, les mains derrière la tête. Ces Allemands étaient prisonniers il y a 20 minutes. 80 d'entre eux capturés par la compagnie de Funk lors de l'assaut sur ce village. Gardés par 4 hommes, tout ce qu'on pouvait épargner. Maintenant, ils sont libres, armés et s'organisent l'un pour attaquer la compagnie C par l'arrière. Un officier allemand s'avance, enfonce un pistolet mitrailleur MP-40 dans le ventre de Funk, hurle quelque chose en allemand. Funk ne parle pas allemand. Aucun des Américains non plus. L'officier hurle à nouveau, plus fort, le visage virant au rouge. Funk regarde les 90 Allemands, regarde ses 4 soldats désarmés, regarde le MP-40 pressé contre son ventre et se met à rire. Le visage de l'officier allemand se tord de confusion, puis de rage. Il hurle plus fort. Funk rit de plus belle. Ce qui se passe ensuite prend moins de 60 secondes. 21 Allemands vont mourir. Les autres jetteront leurs armes et se rendront. Et Leonhard Funk obtiendra la Medal of Honor pour l'un des actes de combat les plus insensés de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Leonhard Alfred Funk Jr. est né le 27 août 1916 à Braddock Township, Pennsylvanie, une ville sidérurgique, cheminée d'usines et fonderie bordant la rivière Monongahela, à 13 km à l'est de Pittsburgh. Funk a grandi vite, a appris la responsabilité tôt. Au moment où il a obtenu son diplôme de lycée en 1934, il s'occupait déjà de son petit frère depuis des années. La Grande Dépression traversait sa 5e année. Les emplois étaient rares. L'université était un fantasme. Juin 1941, alors que la guerre fait rage à travers l'Europe et l'Asie, le Congrès prolonge la conscription. Le numéro de Funk sort. Il se présente au centre d'incorporation à Wilkinsburg, Pennsylvanie. Il a 24 ans, mesure 1,65 m, pèse 63 kg. L'examinateur médical de l'armée le regarde et pense probablement travail de bureau. Ils ont tort. Funk se porte volontaire pour les parachutistes. En 1941, les forces aéroportées américaines existent à peine. Le concept est nouveau, sauter d'avion en parfait état de marche pour atterrir derrière les lignes ennemies et combattre encerclés. Ça ressemble à du suicide pour la plupart des soldats. Les volontaires sont d'une autre trempe, ils doivent l'être. L'entraînement aéroporté est conçu pour vous briser. 5 semaines de course, de saut, d'escalade, de chute, un conditionnement physique brutal qui élimine la moitié des candidats. Puis les tours de saut, puis les avions. La première fois que vous sortez d'un C-47 à 365 mètres, tout dans votre corps hurle d'agripper le cadre de la porte et de tenir bon. Le sol est loin en dessous, le vent vous fouette le visage. Votre parachute n'est que tissu, corde et foie. Funk obtient ses ailes de parachutiste, est affecté à la compagnie C, 1er bataillon, 508e régiment d'infanterie parachutiste, Camp Blanding, Floride. Le 508e embarque pour l'Angleterre, fin 1943. Ils rejoignent la 82e division aéroportée, les All-Americans, vétérans de Sicile et d'Italie. Ces hommes ont déjà sauté au combat, ils ont déjà tué et vu des amis mourir. Funk est le nouveau, 27 ans, ancien selon les standards des parachutistes. La plupart de ses camarades d'escouade ont à peine 20 ans. Mais Funk a quelque chose qu'ils n'ont pas. La maturité, la stabilité, ce genre de compétences tranquilles qui fait que les hommes vous suivent en enfer. Au jour J, il est chef d'escouade. À Holzheim, il sera officier exécutif de compagnie par intérim. D'abord, cependant, il doit survivre à la Normandie. 6 juin 1944, 1h30 du matin, le C-47. Skytrain tremble alors que la DCA explose autour de lui. Funk est debout dans le stick, la file de parachutistes attendant de sauter, 27 kg d'équipement sanglé sur son corps, pistolet mitrailleur Thompson. M1A1, munitions, grenades, rations, trousse médicale. L'avion est à 120 par mètre, trop bas pour un saut sûr. Mais les pilotes ne peuvent pas monter, le feu antiaérien allemand est partout.
Des traceurs décrivent des Iwasaki dans l'obscurité comme des lucioles furieuses. Les hommes entendent des fragments teintés contre le fuselage. L'invasion de Normandie implique 13 000 parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées. Ils sont censés atterrir derrière les plages, sécuriser les ponts et les carrefours, empêcher les renforts allemands d'atteindre la côte. Rien ne se passe comme prévu. La lumière verte s'allume. Funk saute, le souffle de l'hélice le frappe comme un camion. Puis la voile se déploie et le monde devient silencieux. En dessous de lui, la France occupée. Territoire ennemi dans toutes les directions. L'opération aéroportée du jour J est le chaos dès la première minute. Le feu antiaérien allemand a dispersé les formations sur 80 km de campagne française. Des parachutistes atterrissent dans des champs inondés et se noient Sibelchiri non sous le poids de leur équipement. D'autres descendent au milieu de camps allemands et meurent avant de pouvoir se libérer de leur harnais. Funk atterrit durement. Sa cheville se tord à l'impact, gravement foulée, peut-être fracturée. La douleur est immédiate et intense. Chaque pas sera une agonie pendant les 2 semaines suivantes. Mais il peut marcher, il peut combattre et c'est tout ce qui compte. Il rassemble sa voile, l'enterre et se met en mouvement. Il est à 64 km de sa zone de largage. 64 km de territoire tenu par les Allemands dans l'obscurité, seul. En quelques heures, il a rassemblé un groupe de parachutistes perdus. Des hommes de différentes unités, différentes compagnies, différents régiments. 18 d'entre eux finalement, tous cherchant un chef. Funk le leur donne. Pendant 10 jours, Funk mène ce groupe à travers le territoire tenu par les Allemands. Voyageant de nuit, se cachant le jour, combattant quand il le faut. Il insiste pour servir d'éclaireur de tête malgré sa cheville blessée, se plaçant dans la position la plus dangereuse pour protéger ses hommes. Ils rejoignent les forces alliées le 17 juin. Chaque homme survit, pas une seule perte. 10 jours derrière les lignes ennemies, 64 km de France occupés par les Allemands. Et Leonard Funk les ramène tous. La Silver Star, 3e plus haute décoration de combat, plus une Bronze Star pour service méritoire, plus son premier Purple Heart. Funk ne fait que commencer. 17 septembre 1944, Hollande. Opération Market Garden. Le plus grand assaut aéroporté de l'histoire. 35 000 parachutistes largués aux Pays-Bas pour capturer une série de ponts sur le Rhin. Forces britanniques, américaines, polonaises sautant ensemble. Si ça marche, les Alliés seront en Allemagne pour Noël. Le plan du maréchal Montgomery est ambitieux, peut-être trop ambitieux. Les parachutistes doivent capturer et tenir 7 ponts sur 103 km de territoire néerlandais. Les forces terrestres remonteront une seule autoroute pour les rejoindre. Tout dépend de la vitesse, de la surprise, de l'absence d'imprévu. Tout va de travers. La première division aéroportée britannique atterrit à Arnhem, le pont le plus éloigné. Ils sont encerclés par des divisions SS Panzer qui n'étaient pas censées être là. Pendant 9 jours, ils combattent et meurent dans les rues. Seuls 2000 des 10 000 hommes s'en sortent. Le pont trop loin entre dans l'histoire militaire comme un récit édifiant. Mais Leonard Funk ne connaît pas la situation d'ensemble. Il ne connaît que sa mission. Soutenir les débarquements, sécuriser les zones de largage, tuer des Allemands. Après avoir touché le sol, sa compagnie sécurise leur objectif. Routine. Le 508e opère près de Nimègue, aidant à capturer des ponts qui permettront aux forces terrestres d'avancer. Puis Funk remarque quelque chose qui ne fait pas partie du plan. 3 canons antiaériens allemands, Flak-Wirling de 20 mm, tirent sur les planeurs alliés qui arrivent. Les planeurs transportent des renforts, des jeeps, des pièces d'artillerie, des munitions, des fournitures médicales. Si ces canons continuent de tirer, des centaines d'hommes mourront avant même de toucher le sol. La position des canons est retranchée sur une hauteur près de Vauxhall. Environ 20 soldats allemands servant les armes et assurant la sécurité, sacs de sable, camouflage, champs de tir croisés. Funk a 3 hommes. La doctrine militaire standard dit qu'il faut un avantage de 3 contre 1 pour assaillir une position préparée. Funk, à l'inverse, il est en infériorité numérique de 7 contre 1. Il attaque quand même.
Menant de front, Funk et sa patrouille de 3 hommes assaillaient la position allemande. Ils tuent le détachement de sécurité, prennent d'assaut les emplacements de canons, neutralisent les 3 armes et leurs servants, 20 Allemands, 3 Américains. Les canons se taisent. Les planeurs atterrissent en sécurité. La Distinguished Service Cross, 2e plus haute décoration pour bravoure, un échelon en dessous de la Medal of Honor. Funk a maintenant une Silver Star et une DSC, 2 des décorations de combat les plus rares de l'armée américaine. La plupart des soldats qui en obtiennent, ne serait-ce qu'une, sont considérés comme des héros pour la vie. Funk n'a toujours pas fini. 16 décembre 1944. Les Allemands lancent leur dernière offensive désespérée. 3 armées, 400 000 hommes, 1400 chars, 1900 pièces d'artillerie. Ils défoncent les lignes américaines dans la forêt des Ardennes, visant le port d'Anvers. Le plan d'Hitler est insensé, mais manque de peu de réussir. Ils misent tout sur une attaque massive. Diviser les armées alliées, capturer Anvers, forcer une paix négociée à l'ouest pour que l'Allemagne puisse se concentrer sur les soviétiques à l'est. Pour les Américains, c'est un cauchemar. L'offensive frappe des secteurs faiblement tenus par des troupes novices et des vétérans épuisés retirés de la ligne pour se reposer. Des divisions entières s'effondrent, des milliers de soldats se rendent. L'avance allemande crée un saillant de 80 km de profondeur dans les lignes alliées. La bataille des Ardennes, la plus grande bataille que l'armée américaine livrera pendant la Seconde Guerre mondiale. 89 000 pertes américaines avant la fin. Le temps est brutal, neige, glace, température descendant à moins 20 degrés Celsius. Des hommes meurent de froid dans leurs trous de combat. Les armes s'enrayent. Les véhicules ne démarrent pas. Le froid est aussi mortel que les Allemands. Puis vient Malmedy. 17 décembre 1944. Un jour après le début de l'offensive, un convoi du 285e bataillon d'observation d'artillerie de campagne se déplace près du carrefour de Bognier quand il tombe sur la pointe du Kampfgruppe Pipe, un groupement tactique blindé SS. Les Américains sont des troupes de l'arrière, observateurs d'artillerie, opérateurs radio. Ils ne sont pas équipés pour un combat contre des chars et de l'infanterie blindée. Après un bref engagement, 113 Américains se rendent. Ils sont rassemblés dans le champ d'un fermier près du carrefour, mains en l'air, désarmés, prisonniers de guerre. Puis les SS ouvrent le feu, mitrailleuses, pistolets, fusils. Les Allemands les abattent comme du bétail. Les hommes qui essaient de fuir sont fauchés. Les hommes qui tombent blessés sont achevés d'une balle dans la tête. 84 Américains meurent dans ce champ. Certains survivent en faisant le mort. Ils restent allongés dans la neige pendant des heures. Des bottes allemandes passant près d'eux, des voix allemandes riant. Quand l'obscurité vient, 43 survivants rampent et rejoignent les lignes américaines. La nouvelle se répand dans l'armée américaine. En quelques heures, les Allemands exécutent des prisonniers. Malmedy change tout. Avant, la guerre en Europe avait des règles, officieuses, tacites, mais réelles. Les soldats se rendaient quand la situation était désespérée. Les prisonniers étaient traités selon la Convention de Genève. Il y avait une sorte de professionnalisme sinistre entre ennemis. Après Malmedy, les règles n'existent plus. Les soldats américains jurent qu'ils ne se rendront jamais au SS. Certaines unités transmettent des ordres, pas de prisonniers SS. Quand Funk apprend le massacre, quelque chose se durcit en lui. Il a déjà trop vu. La Normandie, la Hollande, des amis mourant dans des champs et des forêts à travers l'Europe. Mais ceci est différent, c'est un meurtre. L'exécution de sang-froid d'hommes qui s'étaient rendus de bonne foi. Leonard Funk décide qu'il ne se rendra jamais aux Allemands. Quoi qu'il arrive, cette décision aura bientôt son importance. 29 janvier 1945, les Ardennes. L'offensive allemande a été brisée. Maintenant, les Alliés contre-attaquent. La compagnie C, 508e régiment d'infanterie parachutiste, reçoit l'ordre de capturer le village belge de Holzheim. Il y a un problème. La compagnie C est en sous-effectif. L'officier exécutif, commandant en second, a été tué. Ils n'ont pas assez d'hommes pour l'assaut. Funk est maintenant officier exécutif par intérim. Il regarde son effectif réduit et prend une décision. Il marche vers la tente du quartier général de la compagnie. À l'intérieur se trouvent des commis, du personnel d'approvisionnement,
des cuisiniers, des hommes qui normalement ne voient jamais le combat. Vous êtes tous fantassins maintenant. Funk leur dit « Prenez vos armes ». On prend ce village. Ils forment un peloton improvisé, 30 hommes qui ont passé la majeure partie de la guerre derrière des bureaux. Ils ont eu l'instruction de base, bien sûr, mais le vrai combat, la plupart d'entre eux n'ont jamais tiré sur un autre être humain. Funk s'en moque, il a besoin d'effectifs, il en fera des soldats. La marche vers Holzheim fait 24 km, à travers de la neige jusqu'à la taille, dans un blizzard violent. Température bien en dessous de zéro. Des obus d'artillerie allemands explosent autour d'eux, tirs de harcèlement depuis les flancs. Funk mène de front. Ils atteignent Holzheim. Funk organise l'assaut. Ses commis, ses guerriers improvisés, le suivent dans le village. 15 maisons, des Allemands dans chacune. Mitrailleuses, fusils, grenades, Funk et ses hommes les nettoient toutes. 30 prisonniers capturés. Pas une seule perte américaine. Une autre unité capture 50 autres Allemands de l'autre côté du village. 80 prisonniers au total. Ils sont rassemblés dans la cour d'une ferme. Funk regarde ces hommes épuisés. Ils ont marché et combattu pendant des heures. Il y a encore de la résistance dans d'autres parties du village. Des soldats allemands dispersés qui ne se sont pas encore rendus. Il ne peut épargner que 4 hommes pour garder les prisonniers. « Gardez-les ici », dit-il aux gardes. « On enverra des renforts quand on pourra. » Funk retourne au combat. Il n'a aucune idée de ce qui est sur le point de se passer derrière lui. Pendant que Funk nettoie le reste de Holzheim, une patrouille allemande approche de la ferme. 10 hommes, peut-être 20, portant des capes de camouflage blanches par-dessus leurs uniformes. Dans la neige et la confusion, ils ressemblent presque à des troupes américaines en tenue d'hiver. Les 4 gardes ne réalisent pas le danger avant qu'il ne soit trop tard. Les Allemands les submergent, les désarment, les forcent à s'agenouiller. Puis ils libèrent les prisonniers. 80 soldats allemands plus la patrouille qui les a libérés. 90 hommes au total. Ils saisissent des armes dans le tas. Ils s'organisent rapidement. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Attaquer la compagnie C par l'arrière. La compagnie de Funk est dispersée à travers le village, nettoyant les poches de résistance. Ils ne s'attendent pas à une attaque par derrière. Si 90 Allemands les frappent alors qu'ils sont éparpillés, ce sera un massacre. L'officier allemand en charge, probablement un lieutenant ou un capitaine, commence à donner des ordres. Positionnez les mitrailleuses ici, installez l'embuscade là. Attendez mon signal. C'est à ce moment que Leonard Funk tourne au coin. Funk est venu vérifier les prisonniers. Routine. S'assurer que les gardes vont bien. Voir si des renforts sont arrivés. Il ne s'attend pas à tomber sur 90 Allemands armés. Il tourne au coin de la ferme et se fige. La scène est surréaliste. Ces 4 gardes sont à genoux dans la neige. Les prisonniers, qui devraient être désarmés et contenus, sont debout partout, des fusils dans les mains, s'organisant pour la bataille. L'officier allemand repère Funk immédiatement. Les galons de premier sergent sur sa manche le désignent comme un chef, un trophée. L'officier s'avance à grands pas, enfonce son MP40 dans le ventre de Funk, hurle un ordre en allemand. Rendez-vous, lâchez votre arme. Sauf que Funk ne parle pas allemand. Il n'a aucune idée de ce que l'officier dit. L'officier hurle à nouveau, plus fort. Son visage est rouge, les veines gonflent dans son cou. Funk regarde autour de lui. 90 Allemands, la moitié d'entre eux armés. Ces 4 hommes désarmés et impuissants. Un autre soldat américain debout à côté de lui, tout aussi impuissant. Les mathématiques de la survie sont à 0. Il n'y a aucun scénario où Leonard Funk gagne ce combat. Il est en infériorité numérique de 90 contre 1. La chose sensée, la chose rationnelle est de se rendre. Mais Funk se souvient de Malmedy. 84 Américains assassinés dans un champ, abattus comme des animaux, laissés à geler dans la neige. Il a déjà décidé qu'il ne se rendrait jamais aux Allemands. Alors, au lieu d'obtempérer, Leonard Funk fait quelque chose d'inexplicable. Il se met à rire. Personne ne sait exactement pourquoi Funk a ri. Peut-être était-ce une ruse, une tactique délibérée pour déstabiliser l'ennemi et gagner du temps. Peut-être était-ce le stress. Le cerveau humain fait des choses étranges face à une mort certaine. Peut-être était-ce un amusement sincère. L'absurdité de la situation. Un officier hurlant dans une langue que Funk ne comprenait pas, attendant qu'on obtempère. Funk lui-même a dit plus tard qu'il avait essayé d'arrêter de rire mais n'avait pas pu.
Quelque chose dans le fait que l'Allemand hurle en allemand avait touché un nerf. Quelle qu'en soit la raison, l'effet est dévastateur. L'officier allemand hurle plus fort, Funk rit de plus belle. Il se plie en deux, les épaules secouées, lance à ses hommes. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Certains des soldats allemands commencent à rire aussi. La tension est bizarre. Leur officier vire au violet de rage. Et cet Américain n'arrête pas de glousser. L'officier est complètement déstabilisé. Ce n'est pas comme ça que les prisonniers se comportent. Ils supplient, ils implorent, ils obtempèrent. Ils ne restent pas là à rire pendant qu'on leur enfonce un pistolet dans le ventre. Pendant quelques secondes critiques, l'officier allemand ne sait pas quoi faire. Et Leonard Funk utilise ces secondes, semblant toujours rire. Funk lève lentement la main vers son pistolet mitrailleur Thompson. Il est en bandoulière sur son épaule, la position de port standard pour les parachutistes. L'officier allemand regarde. C'est bien, l'Américain rentre enfin son arme. La main de Funk se referme sur la poignée du Thompson. Il commence à le décrocher lentement, prudemment. L'Allemand se détend légèrement. Il est sur le point d'avoir un autre prisonnier, un autre trophée. Puis Funk bouge en un seul mouvement, plus vite que la pensée. Il fait basculer le Thompson vers le bas, aligne le canon et presse la détente. Le Thompson M1 a un tir des cartouches de calibre 45, ACP à 100 coups par minute. À bout portant, chaque balle frappe comme une masse. Les balles ne blessent pas seulement, elles détruisent. La première rafale atteint l'officier allemand en pleine poitrine. 30 cartouches en moins de 3 secondes. L'officier est mort avant de toucher le sol. Funk ne s'arrête pas, ne peut pas s'arrêter. Au moment où il a commencé à tirer, il s'est engagé à tuer tout le monde ou à mourir lui-même. Il n'y a pas de juste milieu. Il pivote, tirant toujours. Le Thompson projette un arc de plomb sur les soldats allemands les plus proches de lui. Des hommes hurlent, des hommes tombent. Le sang éclabousse la neige. Des douilles de laiton tournoient dans l'air, fumant dans le froid. Le chargeur se vide. 30 cartouches parties en quelques secondes. C'est le moment critique. Un Thompson prend 2 secondes à recharger si on est entraîné. 2 secondes, c'est une éternité dans un échange de tirs. 2 secondes, c'est assez de temps pour que 90 Allemands tuent un Américain. Funk arrache le chargeur vide, en enfonce un plein, arme la culasse et continue de tirer. Toute la séquence prend moins d'un battement de cœur. Mémoire musculaire, des milliers d'heures d'entraînement compressées en un mouvement fluide. En même temps, il hurle à ses hommes. Ramassez leurs armes, ramassez leurs armes. Les 4 gardes, toujours à genoux, se précipitent sur les fusils que les Allemands morts ont lâchés. Il y a quelques secondes, ils étaient prisonniers. Maintenant, ils se battent pour leur vie. Les Allemands sont dans le chaos. Leur officier est mort. L'Américain qui riait est maintenant en train de les tuer. Personne n'a donné d'ordre pour ça. Personne ne sait quoi faire. Certains d'entre eux ripostent. Des balles sifflent près de la tête de Funk. Une balle tue le soldat debout à côté de lui. Funk continue de tirer, de bouger, de tuer. Ses gardes ont des armes maintenant. Ils tirent aussi. Les Allemands sont pris dans un feu croisé auquel ils ne s'attendaient pas. 60 secondes, c'est tout ce qu'il faut. 21 soldats allemands gisent morts dans la neige. 24 autres sont blessés. Le reste, plus de 40, ont jeté leurs armes et levé les mains. Les prisonniers sont à nouveau prisonniers. Leonard Funk se tient au milieu du carnage, de la fumée s'élevant de son Thompson, entouré de corps. Ça, dit-il à ses hommes, c'était la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Les suites sont presque anticlimatiques. La compagnie C sécurise Holzheim. Les Allemands capturés, les survivants en tout cas, sont emmenés vers l'arrière sous une garde beaucoup plus lourde cette fois. Funk rapporte l'incident à son commandant. Juste un autre échange de tirs, juste un autre jour de guerre. Mais l'histoire se répand à travers le régiment, à travers la division, à travers toute la 82e Airborne. Le sergent qui arrive face à 90 Allemands et en a tué la moitié avec un pistolet mitrailleur. Quand la recommandation pour la Medal of Honor arrive à Washington, personne ne la remet en question. Ce que Funk a fait à Holzheim est incontestable. En infériorité numérique de 90 contre 1, une arme ennemie dans le ventre, et au lieu de se rendre, il a attaqué.
La citation officielle indique qu'il a reçu l'ordre de se rendre par un officier allemand qui lui a enfoncé un pistolet mitrailleur dans l'estomac. Bien qu'en infériorité numérique écrasante et face à une mort quasi certaine, le sergent-chef Funk, feignant d'obéir à l'ordre, a commencé lentement à faire glisser son pistolet mitrailleur de son épaule, puis avec un mouvement fulgurant, a aligné le canon et a criblé de balles l'officier allemand. Il s'est retourné contre les autres Allemands, tirant et criant aux autres Américains de s'emparer des armes de l'ennemi. Le 5 septembre 1945, la Maison-Blanche. Le président Harry Truman passe la Medal of Honor autour du cou de Leonard Funk. « Je préférerais avoir cette médaille, » dit Truman, « que d'être président des États-Unis. Comptons ce que Leonard Funk a gagné pendant la Seconde Guerre mondiale. La Medal of Honor pour Holzheim, la Distinguished Service Cross pour les canons antiaériens en Hollande. La Silver Star pour avoir mené 18 hommes à travers 65 km de territoire ennemi en Normandie. La Bronze Star pour service méritoire, le Purple Heart, 3 d'entre eux. Il a été blessé 3 fois séparément et a continué à se battre. Plus la Croix de guerre de France, l'Ordre de Léopold de Belgique, l'Ordre militaire de Guillaume des Pays-Bas, leur équivalent de la Victoria Cross. Leonard Funk est le parachutiste le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. 1,65 m, 63 kg. Un ancien employé de magasin devenu une légende. La guerre se termine. Funk rentre chez lui. Il n'écrit pas de livres, ne fait pas le circuit des conférences, ne transforme pas sa Medal of Honor en carrière d'orateur ou en plateforme politique. Il ne monnaie pas sa célébrité. Il retourne en Pennsylvanie et trouve un emploi à l'administration des anciens combattants, la VA, l'énorme bureaucratie responsable de prendre soin des anciens soldats américains, aidant d'autres vétérans à naviguer dans la paperasse, traitant les demandes d'invalidité, coupant à travers les formalités administratives pour des hommes qui avaient tout donné et avaient maintenant besoin d'aide pour obtenir ce qui leur était dû. Le même genre de travail de bureau qu'ils faisaient avant la guerre, le même travail discret, sans gloire nécessaire. Pendant 27 ans, Leonard Funk s'assoit à un bureau et aide les vétérans. Il gravit les échelons, devient chef de division du bureau régional de Pittsburgh. Bon salaire, horaire stable, une pension qui l'attend à la fin. Sa femme, Gertrude, reste avec lui à travers tout cela. Ils ont 2 filles. Ils vivent à McKeesport, en Pennsylvanie, un quartier ouvrier, dans une ville ouvrière, pas loin de là où il a grandi. La Medal of Honor est accrochée dans une vitrine quelque part. La Distinguished Service Cross, la Silver Star, toutes les décorations étrangères de France, de Belgique et des Pays-Bas. Il n'en parle jamais. Quand les gens lui posent des questions sur Holzheim, sur le rire, sur les 90 Allemands, il élude. J'ai fait ce que je devais faire, c'est tout. C'est tout ce qu'il dit jamais. Le 20 novembre 1992, Braddock Hills, Pennsylvanie, Leonard Alfred Funk Jr. meurt d'un cancer. Il a 76 ans. Ils l'enterrent au cimetière national d'Arlington, section 35, tombe 23 734, parmi les héros de chaque guerre américaine. Au moment de sa mort, il est le dernier récipiendaire survivant de la Medal of Honor de la 82e division aéroportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Un centre de fitness à Fort Bragg, maintenant Fort Liberty, porte son nom. Une autoroute en Pennsylvanie porte son nom. Un bureau de poste à McKeesport lui a été dédié en 2023. Mais la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Leonard Funk. Ils connaissent Audie Murphy. Ils connaissent Alvin York, les célèbres récipiendaires de la Medal of Honor. Ils ne connaissent pas le petit parachutiste discret qui a ri face à 90 Allemands et en a tué 21 avec un pistolet mitrailleur. Voici ce que l'histoire de Leonard Funk nous apprend. La guerre ne favorise pas les grands, elle ne favorise pas les forts, elle ne favorise pas les téméraires ou les intrépides. La guerre favorise ceux qui continuent à réfléchir quand tous les autres ont arrêté. À Holzheim, Leonard Funk avait toutes les raisons de se rendre. Les calculs étaient impossibles. 90 contre 1, une arme dans le ventre, ces hommes déjà capturés. Toute personne rationnelle aurait abandonné. Mais Funk ne pensait pas aux calculs, il pensait à Malmedy.
à 84 Américains assassinés dans un champ, à ce que les Allemands faisaient aux prisonniers, et il pensait à ces hommes, les 4 gardes à genoux, les soldats dispersés à travers le village qui seraient pris par derrière si ces Allemands s'échappaient. Alors il a ri, peut-être comme tactique, peut-être à cause du stress, peut-être parce que toute la situation lui semblait absurde. Et pendant que l'officier allemand était confus, pendant que tout le monde était déstabilisé, Leonard Funk a fait son mouvement. 60 secondes plus tard, il se tenait debout dans un champ de corps, vivant alors qu'il aurait dû être mort. Il y a une citation souvent attribuée au président Truman à propos de la Medal of Honor. « Je préférerais avoir cette médaille que d'être président des États-Unis ». Il l'a dit à Leonard Funk le 5 septembre 1945, la roseraie de la Maison-Blanche. Pensez-y, l'homme le plus puissant du monde, l'homme qui venait de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, l'homme qui allait remodeler tout l'ordre mondial, regardant un ancien employé de magasin d'1,65 m de Pennsylvanie et disant « Je préférerais être vous ». Parce que ce que Truman comprenait, ce que tous ceux qui lisent les citations de la Medal of Honor comprennent, c'est que le courage n'est pas une question de taille, de force ou d'entraînement. Le courage, c'est ce que vous faites quand vous avez une arme dans le ventre et que 90 hommes veulent à votre mort.